Bonjour. Donc Jérôme Notin, dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. Jean-Marc est venu me voir pour me dire que il n'avait pas parlé du dispositif et m'a fait l'affront en me disant que personne, personne, c'est pas ce que tu m'as dit, mais tout le monde ne nous connaîtrait pas peut-être. En quelques mots, et puis après on va passer sur MIPS évidemment. Dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. Donc, c'est un projet qui a été incubé par l'ANSSI, copiloté avec le ministère de l'Intérieur, Philippe Bedon en particulier, qui est au premier rang. On est né l'année dernière, en octobre. On a lancé notre plateforme en octobre l'année dernière. On a 3 missions principales. Donc, l'assistance aux victimes à travers cybermalveillance.gouv.fr, la mise en place d'actions de sensibilisation et la 3e mission, qui viendra ultérieurement, la mise en place d'un observatoire de la menace. Alors, je n'ai pas parlé des cibles volontairement, puisque c'est le lien avec MIPS aujourd'hui. Donc, les cibles du dispositif, c'est tout ce que l'ANSSI ne traite pas, donc les particuliers, les collectivités et les entreprises, les petites entreprises, les non-opérateurs d'importance vitale et les non-opérateurs de services essentiels. On attaque sur MIPS. Alors, l'échantillon. Donc Lionel l'a évoqué tout à l'heure, 1006 personnes qui ont été interrogées par Internet. Un point important donc, dans les usages qu'on va voir aujourd'hui, donc les ados de moins de 15 ans, pour des questions de législation, n'ont pas été interrogés. Je pense que ça aurait pu influer sur beaucoup de chiffres. Cet échantillon a été redressé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, donc d'une manière consolidée, on a 52% de femmes qui ont répondu, 48% d'hommes, 33% de retraités. Et puis un point important, on va le voir également dans les résultats de l'étude, il y avait une question géographique, où est votre lieu de domicile? Et on avait donc 19% des franciliens, des habitants de l'Île-de-France qui ont répondu. Et on va voir qu'ils ont, sur pas mal des sujets, des réponses qui sont un petit peu différentes du reste de la population qui vit en province. Quels équipements utilisez-vous pour vous connecter à Internet à votre domicile? C'est celle-ci. Alors, je vais aussi pas mal revenir sur les années précédentes. L'idée de MIPS, c'est de faire l'analyse dans la durée. Donc, on a la chance que 2010, 2012, 2014, 2016... Alors, 2010, je ne suis pas remonté jusque-là. C'est bon, 2010, on était déjà là. Enfin, vous étiez déjà là. C'est ma première année. Donc, voilà, de suivre un petit peu les tendances historiques, c'est extrêmement important. Donc, cette année, pour la première fois, on a une baisse... Alors, non, pour la première fois, on a... Pour se connecter à Internet, les Français donc, utilisent chez eux, et on parle bien à leur domicile, donc leur smartphone. Donc on a 82% des Français qui utilisent le smartphone pour se connecter à Internet, à égalité avec l'ordinateur portable. Et on a une baisse qui était déjà initiée il y a 2 ans, mais là qui est encore plus importante. On a une baisse significative donc, des utilisateurs qui utilisent des ordinateurs fixes. Donc c'est vraiment, ça devient... très vieille école. Donc des ordinateurs fixes sont de moins en moins utilisés. Et donc on compare donc ces 57% d'utilisation d'un ordinateur fixe pour aller sur Internet à la tablette, qui permet de se balader, qui est plus riche que le smartphone, mais qui permet donc d'avoir un écran un petit peu plus large. Pour ma part également, les chiffres en gris, donc ce sont les chiffres de 2016, donc ce qui nous permet d'avoir le comparatif. Quand on est en mobilité, on coupe parfois, certains, leur accès à Internet, 3G, 4G, 5G demain. On a de plus en plus quand même, et là on voit l'évolution entre 2012 qui est en bas et 2018 qui est tout à fait en haut, on voit une évolution du nombre de personnes qui sont toujours connectées à Internet. On ne coupe jamais sa connexion Internet. On avait 13% des Français qui coupaient leur connexion lorsqu'ils étaient en mobilité en 2012. Aujourd'hui, ils sont 26%, 13% être toujours connectés en mobilité, et 26% aujourd'hui. Évidemment, donc l'inverse est vrai. On était à 33% des Français, des internautes qui n'étaient jamais connectés en mobilité. Ils sont aujourd'hui uniquement 16%. Passe les forfaits mobiles des opérateurs et les offres disruptives de certains qui ont pu avoir, qui permettent donc à ce que les utilisateurs soient plus souvent connectés en mobilité.
Au niveau de l'analyse des âges, on a 51%, donc en 2018, des 15-29 ans qui sont toujours connectés en mobilité. Donc, ils ont plus de forfaits que leurs parents. Un point important sur ces aspects-là, pourquoi cette question-là, évidemment, le fait d'être toujours connecté augmente les risques, que ce soit sur les données personnelles, sur les potentielles attaques qu'on pourrait subir. Donc on est peut-être moins protégé sur un ordinateur, sur un mobile pardon, que sur un ordinateur fixe chez soi. Le Wi-Fi. Alors là encore, de plus en plus de personnes utilisent le Wi-Fi à la maison. On a aujourd'hui 89% des personnes qui sont interrogées qui nous disent qu'elles utilisent toujours, qu'elles sont tout le temps connectées en Wi-Fi chez elles. Un point important de cette année, alors peut-être lié à l'actualité d'octobre dernier avec Crack ou d'autres révélations qu'il y a pu avoir, les gens qui nous disent qu'elles ne sont pas connectées en Wi-Fi le sont d'une manière très importante cette année pour des questions de sécurité, de confiance. C'est le bloc tout en haut là. On avait 17% des personnes donc, qui n'étaient pas connectées il y a 2 ans qui nous disaient qu'elles l'étaient pour des questions de sécurité. Aujourd'hui, on a 24%. Donc, ce sont des phénomènes assez marquants et l'augmentation est assez importante. Donc, c'est vraiment un choix des utilisateurs de ne pas être connectés chez eux en Wi-Fi. On voit qu'il y a forcément des gens qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas équipés parce qu'ils ne disposent pas d'équipement leur permettant de se connecter par Internet sans fil. On a parlé du Bring Your Own Device, que ce soit au niveau des établissements de santé ou au niveau des entreprises. Évidemment, puisqu'on a moins de possibilités de se connecter à son entreprise, on le fait moins quand on est de l'autre côté, quand on est en usage particulier. Donc, logiquement, la tendance, elle baisse. Aujourd'hui, on a 36% des internautes qui déclarent se connecter à Internet, à leur réseau d'entreprise, depuis un équipement personnel. Alors, je me posais la question, est-ce que c'est du fait que les entreprises ou les collectivités, les hôpitaux en tout cas, fournissent plus d'équipements? A priori, la réponse a été donnée tout à l'heure. Donc, voilà, ce sont des choses qui sont la tendance par rapport à il y a 6 ans, si j'ai bien retenu, donc continue de baisser. Je parlais des habitants de l'Île-de-France. Là, la tendance également, elle est assez importante, la différence également, puisqu'on a quand même 71% des internautes franciliens qui déclarent se connecter très souvent ou parfois au réseau de leur entreprise. Donc la province, là, a une utilisation tout à fait différente. Il n'y a évidemment pas de jugement de valeur sur le sujet. Économie collaborative, c'est je ne dispose pas d'un bien, je l'utilise, je le partage, je le loue à un autre, que ce soit un particulier ou à une entreprise. Alors, la tendance générale est à la stabilité. On a toujours 16% des Français qui utilisent ce genre de service. Je fais un focus important, encore une fois, je suis désolé, sur l'Île-de-France. Je suis provincial à la base, donc je n'ai pas de souci là-dessus. On a un glissement important donc de 22% de franciliens qui utilisent ce genre de service à 27% cette année. On a également, assez logiquement j'imagine, des jeunes qui le font de plus en plus souvent, puisque les jeunes le font à 36% par rapport à l'ensemble de la population française. Les paiements, qu'est-ce qui fait que je paye sur Internet ? 67% des internautes qui ont été sondés déclarent aujourd'hui réaliser des achats en ligne. La fréquence diminue un petit peu, mais la tendance n'est pas forcément extrêmement significative. Un point très important qui était relevé dans les études précédentes et qui se confirme encore cette année, c'est qu'une grande majorité, la moitié à peu près des internautes, se refusent à payer depuis un équipement mobile, donc un téléphone ou un smartphone. On va pouvoir regarder son panier, créer son panier, on va comparer les offres, on va aller sur différents sites, différentes plateformes, mais on ne va pas aller jusqu'à l'achat au final. Et pareil, au niveau des personnes âgées, la tendance est encore plus importante, puisqu'on a 75% environ des personnes âgées qui ne vont jamais utiliser un téléphone portable ou une tablette pour réaliser un règlement. La planche là présente les conditions donc, qui font que
l'internaute va être en confiance et va finaliser son achat, donc principalement sur un ordinateur classique, portable ou fixe. Donc c'est qu'elle a le sentiment que le site est sécurisé. Alors on a bien mis apparemment dans la question évidemment, mais donc la tendance était de 80% à aller de 79% cette année, pas forcément une grande évolution. Le deuxième facteur qui va permettre le déclenchement de l'achat, donc ce sont des moyens de paiement qui sont sécurisés, qui sont vraiment spécifiques à l'achat Internet. C'est pas le 3D Secure forcément, c'est vraiment des cartes jetables qui peuvent être fournies par des banques. Troisième, voilà, je vous laisse de toute façon là encore, cette planche, vous avez plus de détails dans le rapport qui sera disponible dans quelques minutes sur le site du Clusif. Donc pas d'évolution majeure au niveau des réticences. Toujours la tendance qui se confirme sur le fait qu'on ne veut pas, on n'a pas confiance dans l'équipement mobile. Après, une fois qu'on est sur un ordinateur portable ou sur un fixe, les tendances n'ont pas une grande évolution. La perception de la menace. Quel risque pensez-vous qu'Internet fait courir à vos données? Donc là, on parle donc vraiment de la donnée, les documents, les photos, les vidéos. Si la confiance sur les risques, alors on voit, le schéma n'est pas forcément extrêmement lisible à premier abord, mais on voit tout en bas donc ordinateur et en dessus smartphone et tablette. Sur l'ordinateur, il n'y a pas une évolution majeure. On a toujours, on va dire, 11 et 10% des internautes qui ne sait pas si Internet fait sur leur ordinateur peser une menace. Le fait marquant de cette question et de l'évolution des réponses est vraiment sur la partie mobilité. On est de plus en plus mobile et on a de plus en plus conscience, je pense, des menaces de la mobilité. Et donc on avait 28% des utilisateurs de smartphones et de tablettes en 2014 qui ne savaient pas répondre si Internet faisait peser une menace. Aujourd'hui, on voit qu'on passe à 18%, on avait 24% en 2016, donc il y a vraiment un glissement à ce niveau-là sur moins de confiance, on va dire, en mobilité et sur l'ordinateur, stabilité. Donc on a, je pense, avant même RGPD est mise en vigueur, mais on a une certaine prise de conscience quand même de l'importance de la donnée. Question extrêmement liée, l'importance de la vie privée. La question pour cette planche était: Internet met-il en danger votre vie privée? Pas la donnée, la vie privée au sens large. Alors, les chiffres qu'on voit tout en haut, donc 68% des personnes interrogées estiment qu'Internet met en danger leur vie privée. Et 87% des personnes interrogées estiment qu'il est important de protéger sa vie privée. Donc on a conscience qu'on a peut-être moins de facilité à protéger ces données, mais on a un petit peu plus tendance à se dire qu'on est moins en danger au niveau de la vie privée. Donc c'est un petit peu, alors je ne sais pas si je suis extrêmement clair, ce sera une fois de plus dans le rapport, mais moi ça me surprend un petit peu ces résultats, et ça me surprend d'autant plus que on voit en dessous que là encore, c'est une baisse. Alors, ce n'est pas une explosion dans un sens comme un autre, mais on avait 50% des gens qui vérifiaient les paramètres de sécurité et de confidentialité sur les réseaux sociaux. Donc 50% il y a 2 ans, 48% cette année. Et on avait 44% il y a 2 ans, et on n'a que maintenant 41%, donc une baisse de 3 points, qui vérifient donc les paramètres de sécurité et de confidentialité du profil de leur système d'exploitation. Donc voilà, c'est quelque chose qui, moi j'ai un petit peu de mal à l'expliquer. La proposition qu'on fait dans le rapport, c'est que les réseaux sociaux mènent des politiques de transparence, et donc les gens délèguent leur gestion de la vie privée aux réseaux sociaux. Alors, chacun fera son analyse sur l'intérêt d'avoir ce genre de démarche. Donc les bonnes pratiques associées, donc on continue. Donc on a vu sur la planche précédente les gens que voilà, Internet potentiellement pouvait mettre en danger sa vie privée. Là on est dans le bas du tableau. Donc on a
28% et 30% donc des personnes interrogées qui estiment que Internet ne met pas en danger leur vie privée. Et quand on regarde dans le détail, donc sur la partie droite, on a, c'est assez curieux également, on a l'ensemble du spectre, on va dire, sans jugement de valeur là encore bien évidemment, mais donc on a des gens qui ont plutôt des travaux, des profils ouvriers, qui donc pensent à 12%, donc qu'Internet ne met pas en danger leur vie privée, et on a la même chose pour les cadres, sur les aspects, toujours ces aspects-là, donc 12% contre 6% pour l'ensemble et 20% pour les cadres supérieurs. Quand on regarde les profils, sur les aspects donc mise en place de paramètres de sécurité et de confidentialité sur les profils des réseaux sociaux, assez logiquement, parce que je pense que c'est assez compliqué à aller chercher, je sais que c'est assez compliqué à aller chercher, les personnes âgées ont plus de difficultés à modifier ces paramètres-là. Ils ne sont que 44%, ils sont 44% à ne pas le faire, contre 35 au niveau national. Et puis les hommes sont moins courageux ou moins performants, je ne sais pas, que les femmes, puisque là aussi, il y a une distinction assez significative entre les hommes et les femmes. Et c'est aussi vrai pour les paramètres de sécurité de leurs ordinateurs, puisque les hommes sont à 49% moins préoccupés de ces sujets-là. Alors on n'est plus sur la perception, on est vraiment sur la menace réelle. Avez-vous subi, puisque la question de ce point-là était, avez-vous subi donc des pertes ou des vols de données? La tendance sur le cloud, on voit qu'elle n'évolue pas forcément. On est toujours moins que le niveau global, on l'a vu sur la partie entreprise également tout à l'heure. La tablette et l'ordinateur voient une évolution vraiment significative. Je crois qu'on l'a vu sur les aspects hospitaliers. J'ai noté 44% et 27% des chiffres tout à l'heure. On voit qu'il y a eu beaucoup moins de pertes de données liées à des virus ou à du piratage. Alors, est-ce que les solutions techniques sont meilleures? Est-ce que l'hygiène par rapport à ces sujets-là est meilleure? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est une chose. Enfin, ce sont des éléments vraiment significatifs. Par exemple, pour les ordinateurs, on avait 42% de victimes il y a 2 ans. Aujourd'hui, de gens qui avaient perdu des données étaient du fait d'un virus ou d'un piratage. C'est plus que 27% cette année sur l'ordinateur. Et sur les tablettes, on passe de 39% à 24%. Alors, on revient dans la perception de la menace et la typologie. Donc, internautes, quelles sont pour vous les menaces qui pèsent sur vos équipements qui vous permettent de vous connecter à Internet? Alors, d'une manière générale, il y a un léger recul, c'est pas extrêmement significatif, mais quand même un léger recul sur la menace. Les gens auraient un peu plus confiance dans les outils permettant de se connecter à Internet. Il n'en reste pas moins que sur les 21 menaces qui sont proposées, alors je ne redétaille pas le calcul qui permet de faire qu'on ait des chiffres de type 5, 4,9. Le GMV a proposé une méthode qui permet de dire à partir de 4, on est vraiment dans un risque qu'on considère comme important. Donc en dessous de 4, c'est pas très important. Au-dessus de 4, c'est important. Donc voilà, on a quand même un nombre non négligeable. Donc je le disais, on a 21 menaces qui ont été présentées. 16 sont considérées comme des menaces importantes. Et puis, là encore, comme les années précédentes, les menaces qui viennent d'Internet, qui font que nos équipements sont connectés, sont perçues comme beaucoup plus importantes que les menaces locales, physiques. Par exemple, dans le bas du tableau, donc on va perdre de données suite à une mise à jour. Alors, mise à jour, bon là c'est de l'Internet, mais ça peut être du vol, ça peut être de la panne matérielle, ça peut être le Wi-Fi. Donc voilà, on est chez soi, on a le sentiment d'être plus protégé. Je pense que les gens ont assez raison sur ce sujet-là. Donc que des menaces extérieures qu'on ne sait pas adresser et qu'on ne comprend pas toujours. Qu'est-ce qui fait que je peux être menacé? Quelles sont les bonnes pratiques que je ne dois pas... Enfin, quelles sont les pratiques que je dois adopter? Donc, pourquoi je peux avoir donc un risque? Là encore, une certaine stabilité, pas d'évolution majeure. Là encore, plutôt des choses sur les menaces avec des choses en local qui ont moins d'impact potentiel.
on parlait de 100%, et je crois qu'on va le voir après, mais c'est juste après. On parlait de 100% des entreprises qui avaient déployé des antivirus. L'internaute chez lui a conscience que la première des menaces, comme les années précédentes d'ailleurs, la première des menaces est bien de ne pas avoir un antivirus sur son poste, sur son équipement. Ne pas le mettre à jour. Voilà, tous les travaux de sensibilisation sur ces sujets-là, on porte vraiment leurs fruits. Moyens et comportements de sécurité, donc pour toujours nos internautes. Quels sont les équipements? Là, on rentre dans le détail, on a vu les menaces et comment on y répond à travers les outils qu'on va installer sur ces équipements. Donc à gauche, on a les ordinateurs, à droite, les tablettes et les smartphones. J'ai noté aussi dans la présentation tout à l'heure de Lionel que 54% des entreprises équipées les équipements mobiles, enfin les tablettes et les smartphones de leurs collaborateurs. 58% des internautes, pour une fois, l'internaute à titre personnel est meilleur que l'entreprise. En général, c'est plutôt l'entreprise qui va expliquer. On a plus de sécurité, en tout cas un sentiment de sécurité et d'équipement en entreprise. Et bien là, pour une fois, l'internaute est plus équipé que les entreprises sur la sécurité par des antivirus sur les tablettes. On n'est pas à 100% au niveau des ordinateurs fixes, ou portables, pardon. On est à 88%. Voilà, les tendances sont à peu près identiques. Il y a quand même un fait assez notable, c'est que les équipements tout en un, les suites de pare-feu, d'antivirus, qui font beaucoup de choses, sont moins déployés que les années précédentes. On a 59% aujourd'hui d'internautes qui utilisent ce type de solution pour se protéger, et ils étaient 66% il y a 2 ans. Alors je continue sur le... C'est la suite du tableau, hein, c'est l'ensemble des équipements qui ont été proposés justement pour savoir quelles étaient les utilisations qui en étaient faites par les internautes. Cette planche pour simplement remarquer que la tendance, elle est, à part, je l'évoquais sur les suites globales d'antivirus, pare-feu et autres, un point qui augmente, ce sont donc les systèmes d'identification biométrique. Alors ça augmente sur les ordinateurs, mais ça augmente aussi beaucoup sur les tablettes. Il y a de plus en plus d'équipements ordinateurs portables et téléphones qui permettent évidemment d'utiliser ce type de moyen de sécuriser son équipement. Alors, la question était: quels comportements et bonnes pratiques adoptez-vous pour garantir et améliorer la sécurité de vos usages numériques? Là encore, on voit qu'il y a une bonne hygiène de l'internaute chez lui, en tout cas de ce qu'il déclare réaliser. Moi, j'avais noté quand même un point qui était l'utilisation de pseudonymes. C'est de moins en moins, a priori, utilisé. Alors, je ne le vois plus. Voilà, 70 et 67%. Alors, peut-être du fait que certains réseaux sociaux demandent des vraies identités. Ça reste un bon moyen de se protéger, de ne pas forcément donner beaucoup de données personnelles aux plateformes qui demandent de créer des comptes. Et puis, juste pour terminer, alors c'était une bonne transition quand j'ai lu le rapport. Quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans la majorité des cas, on répare son problème soi-même, hein, c'est 33%. On fait appel à un bénévole. Et puis, on peut aussi... donc dans 18% des cas, faire appel à un prestataire de proximité. Donc je ne l'ai pas dit, mais cybermalveillance, si vous avez un problème, vous pouvez trouver des prestataires qui vont vous aider au niveau national. Donc, alors est-ce que 18% c'est un chiffre important ou pas? Je ne sais pas, peut-être qu'on aura un petit impact dans 1 an ou dans 2 ans. Peut-être que si ce chiffre augmente, ça montrera que les gens peuvent se faire assister à travers les dispositifs que le gouvernement a mis en place récemment. Et puis alors quelque chose qui fait beaucoup moins plaisir, c'est qu'on a 1%, j'ai creusé dans les chiffres bruts, c'est 6 internautes sur 1600
enfin 1006, pardon, qui ont payé une rançon dans les 2 dernières années pour peut-être récupérer ces données suite à un rançongiciel. Pour conclure, le sentiment des internautes, c'est que globalement, on est en sécurité. Encore beaucoup d'inquiétudes sur les équipements mobiles. On l'a vu pour le paiement, on l'a vu pour... On est plus inquiet sur les équipements mobiles, donc on ne veut pas payer, mais procéder à des achats en ligne, pardon. Mais on l'équipe moins en termes de sécurité, par exemple sur des antivirus, que les ordinateurs fixes. En parallèle, il y a une certaine ambiguïté entre la prise de conscience des dangers et des bonnes pratiques. Donc on a vraiment conscience des dangers, on l'a vu et ça se confirme depuis les précédentes analyses. Mais on a moins en moins peur pour sa vie privée. Donc moi je trouve que c'est assez surprenant. Une fois de plus, on délègue peut-être aux réseaux sociaux de gérer sa vie privée, ce qui n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Ou à l'ensemble des plateformes, pas forcément les réseaux sociaux. On a toujours des variations importantes sur les tranches d'âge. Donc ça, c'est pour ceux qui font de la sensibilisation au grand public. C'est vraiment important. Ça veut dire qu'il faut continuer à adapter au mieux son discours. On ne parle pas à un ado, évidemment, de 15 ans comme une personne de 40 ans. Donc c'est fondamental pour que l'ensemble des messages passent au mieux. Et puis le dernier point, tout le monde l'a dit, moi, à titre personnel, je suis extrêmement fan de ce règlement. Voilà, RGPD, c'est pour le citoyen, ça a été fait pour lui. Et sera, je pense, extrêmement intéressant pour les questions qui concernent ce sujet-là, de suivre les évolutions entre les précédentes années, ce qui va être fait et la prise de conscience potentielle des internautes dans les années qui viennent. Merci.